Bonjour, bonjour, docteur Philippe David. Alors, les gens ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Je suis docteur Philippe David. J'ai travaillé 18 ans à Paris. J'ai 46 ans de métier, dont 27 ans d'application de mon concept de la nutrithérapie. Donc, j'ai une assez grande expérience clinique. C'est comme ça que je me retrouve actuellement avec des cas de plus en plus graves à ma consultation, notamment des maladies auto-immunes et notamment beaucoup de cancers. Alors voilà, je voulais simplement vous parler aujourd'hui à la demande de Marion de la grosse problématique de la candidose. Voilà, parce que la candidose, les gens savent pas trop. Il y en a qui disent qu'ils en ont alors qu'ils en ont pas. Il y a des amalgames avec d'autres maladies comme la fibromyalgie peut-être, mais aussi la maladie de Lyme. On s'y Oui, perd un petit peu. Ce petit candidat, qu'est-ce que c'est? Allons-y, définition et comment ça marche? mais en fait, tu vois, notre intestin, il ne faut pas oublier que notre intestin fait à peu près 215 mètres carrés, ce qui est pas mal, hein, c'est un terrain de tennis plus les couloirs autour, et 4,50 mètres de la sortie de l'estomac à l'anus. Donc à peu près, si je remonte ici, de la sortie de l'estomac à l'anus. Et dans cette partie de l'intestin vivent 100 000 milliards de microbes, ce qui est énorme. Et ces 100 000 milliards de microbes sont divisés en 1600 familles, dont une que l'on voit ici dans un floriscan est constituée, bien sûr, des candidats. Voilà. Donc, tous les champignons, les levures constituent. Et alors, comme vous voyez, ces microbes donc, constituent, ont des concentrations tout à fait particulières. Et quand je dis microbes, je devrais plutôt parler de probiotiques. Donc, ces candidats font partie de nos probiotiques, nos bons copains. Mais tous ces probiotiques, comme vous voyez ici dans un floriscan, que l'on pratique à Luxembourg, chez Laboratoire Réunis et en France chez Madame Barbier, chez Corinne Barman à Metz, eh bien, là-bas, les candidats disposent d'une certaine proportion toujours délimitée, comme toutes les autres familles. Donc, ni trop, ni trop peu. Pourquoi? Parce que ces 1600 familles, en fait, possèdent, tenez-vous bien, 500 000 gènes au total. Et nous ne possédons que 22 500 gènes par cellule. Donc, toutes nos cellules sont 24 heures sur 24 conditionnées par l'expression des 500 000 gènes de notre flore intestinale. Donc, vous voyez déjà à quel point ça va être très important d'avoir une alimentation tout à fait correcte et diversifiée. Donc ces 500 000 gènes, on les connaît et nos gènes les reconnaissent, c'est ça? Ah oui, absolument. Et ils sont indispensables pour s'exprimer. Et alors, ces 500 000 gènes sont très importants parce qu'il y a des substances qu'ils ne reconnaissent pas, notamment toutes les protéines, les aliments à base de lait animal, notamment le gluten, ça fait partie. Donc, je n'ai pas dit que c'était des poisons, mais pour nos gènes, la gène de notre flore, ce sont des poisons. Point. Ah, Donc d'accord. voilà. Et déjà, les choses sont déjà bien mises au point. Et pourtant, les gens Donc, disent c'était tout le monde. on mange du blé depuis des millénaires, mais Non, moi, c'était pas le même blé. C'était c'était pas le pas même le blé. même C'était blé. des blés qui contenaient pratiquement pas de gluten. C'était des petites pailles et les épis contenaient même pas 100 grains. Et avec la génétique, on a modifié tout ça pour faire des longues pailles et pour faire des épis qui possèdent jusqu'à 200 grains. Donc c'est Et à ce important moment-là, de le reconnaître. Ok. le gluten est apparu. Et le gluten possède à peu près 8 molécules inflammatoires dangereuses, qui est extrêmement toxique sur la flore intestinale et sur le mucus intestinal. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que cette flore, elle est importante parce que quand on sort de l'estomac et que l'on va, la flore, quand on sort de l'estomac, ben là, on a encore de l'oxygène. À partir du moment où l'on descend, l'oxygène se fait de plus en plus rare. Donc, à la sortie de l'estomac, nous allons avoir un pH aux environs de 8,5-9, puisque l'estomac est à 1, et nous allons passer au pH de 9 pour devenir à 8, et puis alors dans l'intestin grêle aux environs de 5,5, 6, 6,5. Donc, la flore va dépendre de son stade, de son degré de niveau dans l'intestin. Donc, nous aurons une flore essentiellement aérobique à la sortie de l'estomac, moyennement aérobique, début anaérobique dans l'intestin grêle, et dans le côlon, nous aurons une flore essentiellement anaérobique, c'est-à-dire à l'abri de l'oxygène. D'où l'importance d'avoir de bons sucs gastriques et un bon acide chlorhydrique pour bien avoir un pH acide dans l'estomac pour Oui, stimuler les sucs biliaires et pancréatiques qui vont être sollicités pour alcaliniser le bol au niveau du grêle. C'est bien ça. absolument, absolument. Et alors en plus, ce qui est très important, c'est que cette acidité gastrique, elle empêche l'infection. Donc c'est déjà un tueur de microbes inopportun. Ah oui, c'est déjà notre Voilà. immunité qui commence à jouer
notre immunité innée en tout cas. Les gens qui sont sous IPP, c'est-à-dire des inhibiteurs de pompe à protons, qui ont des ulcères ou qui ont des acidités de l'estomac, ce qui est faux, c'est finalement ils n'ont pas assez d'acide et leur estomac ne fonctionne pas suffisamment bien pour neutraliser les protéines, les pathogènes, etc. C'est ça? Oui, d'abord digérer les protéines et alors surtout leur estomac avec il ne faut pas oublier que ces médicaments-là ne sont pas des médicaments, ce sont des anesthésiants. Donc, en fait, l'estomac est complètement mis au repos, comme si on faisait de la chirurgie en bariatrique, comme si on enlevait l'estomac. Et donc, ça veut dire que surtout, on n'active plus la vitamine B12, la vitamine B9 et le facteur intrinsèque, ce qui va ralentir les moelles, puisque les moelles ont besoin de ces aliments pour faire du sang. Donc, on risque d'aller tout doucement, progressivement vers l'anémie. Et à long terme, ces produits peuvent causer des leucémies et des lymphomes. D'accord. Donc, ce sont des produits qu'il faut prendre vraiment en dépannage pour ne pas avoir mal. Mais nous avons maintenant des produits beaucoup plus intéressants que ces produits-là. Nous avons notamment le Gastrazine, qui est un produit révolutionnaire chez Energetica Natura, qui à raison de 8 par jour va rétablir l'équilibre de toute cette acidité correcte de l'estomac. Oui, j'ai expérimenté, c'est génial. C'est assez impressionnant. Mais il faut bien respecter les doses. Hein. C'est ça. Alors, il ne faut pas oublier que derrière une inflammation, il y a toujours également un œdème. Pourquoi? Parce que cet œdème est dû à l'histamine qui est libérée pour dilater les capillaires qui vont amener le matériel pour cicatriser les problèmes de l'inflammation. D'accord? Et cette histamine peut être envahissante et provoquer des problèmes généralisés, notamment du prurite, de l'érythème, etc. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils vivent dans cet état, avec certains aliments, commencent à se gratter, ont des plaques sur le corps, de l'érythème, et ils disent « Oh mon Dieu, je fais une allergie, oh mon Dieu, j'ai les yeux qui piquent, etc. » Et ils croient que c'est simplement une inflammation, une intolérance. Moi, j'appelle ça plutôt un empoisonnement. Ça, c'est sûr. Donc, comme je disais, cette flore est très importante à respecter. Alors, venons-en maintenant. Si nous avons, grâce au fait que nous avons une alimentation variée et diversifiée, si maintenant nous avons une alimentation beaucoup trop riche en graisses trans, par exemple en graisse cuite, si nous avons une alimentation beaucoup trop riche en crudités, les gens qui mangent tout le temps du cru ou trop de Pourquoi en crudité? Tu peux expliquer? Tu peux expliquer pour les crudités? Les crudités sont excellentes à midi. Mais le soir, compte tenu que tout le système se met au repos, se prépare à la nuit, hein, nous avons un nictémère, ces crudités vont fermenter dans notre intestin. Et là, c'est très important, Marion, parce que la fermentation qui va être exagérée dans l'intestin grêle, que j'ai montré ici, va malheureusement, dès qu'il va passer le côlon transverse, arriver à me donner de la putréfaction secondaire. Donc, normalement, nous digérons avec de la fermentation physiologique dans l'intestin grêle. C'est pour ça qu'on est à pH 5,5, 6,5, mais nous allons voler en putréfaction physiologique dans le côlon, transverse et sigmoïde. Mais dans ce cas, je viens de vous raconter, par exemple, trop de crudité va provoquer une exagération de putréfaction secondaire à la fermentation exagérée dans le grêle et automatiquement, nous entrons dans toute la problématique de la fermentation pathologique et de la putréfaction pathologique. À cause de ce système, cette fermentation pathologique dans l'intestin grêle va favoriser les firmicutes. Donc, c'est un type de famille de microbiote qui, malheureusement, quand il dépasse 70%, entraîne une acidité exagérée. Et qui va en profiter, bien sûr, là-dessus, c'est l'autre famille, ce sont les candidats qui n'attendent que ça pour proliférer. Et ils prolifèrent par les petites tentacules, un peu comme les fraisiers, comme les stolons, des lymphes, et ils vont pénétrer à travers les villosités de l'intestin. Or, les villosités de l'intestin sont extrêmement nombreuses, comme vous voyez, hein, et ces villosités, automatiquement, vont se retrouver à cause d'un mucus qui va diminuer d'épaisseur, à cause de cette fermentation exagérée. Or, le mucus nous protège. Le mucus nourrit notre flore intestinale, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'intestin se régénère tous les 36 heures. Chaque fois que nous allons à sel, 1 gramme de caca représente 20 fois la population mondiale. C'est un véritable génocide, mais ne vous tracassez pas. C'est pas mal. Si vous avez bien alimenté. Donc, c'est hyper important d'aller à sel pour permettre à ce système immunitaire, puisque l'intestin représente 90% de notre immunité. 89% exactement. Mais alors, tous les gens qui préconisent de manger tout cru et qui ont l'air de bien se porter, comment se fait-il? Alors, ça, c'est un gros problème. Vous savez, c'est quand la courbe de Gauss. Hein? Dans une courbe de Gauss, vous avez toujours des gens qui seront dans les limites basses et les limites hautes. Moi, tu passes cet exemple-là. Moi, j'ai des patients qui ont 80, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 2, qui ont 86 et 90 et 90 ans. Ils fument 3 à 4 paquets par jour et ne meurent pas. Donc, c'est ça le problème de la courbe de Gauss. Mais en général, notre intestin doit respecter les limites d'acidité, comme je viens de le dire, relatives.
pour respecter justement cette bonne flore intestinale. Il ne faut pas oublier que ces probiotes, nourris par des prébiotiques, et ça c'est hyper important, les prébiotiques sont des fibres, j'insiste bien sur les fibres, notamment des fruits et des légumes. Donc il faut en manger. Et ces fibres, c'est pour ça que nous sommes végétariens à 95%, quoi qu'en disent les gens. C'est une réalité, ce n'est pas une discussion, c'est une évidence. Et ces fibres nourrissent 24 heures sur 24 nos probiotiques. Okay? Donc, si ces fibres sont en majorité en fermentation parce que nous mangeons trop de cru ou que nous mangeons trop de graisse cuite ou trop d'oméga 6, qu'on appelle aussi les graisses cuites, les graisses trans, notamment à la cuisson, ben, tous ces problèmes-là vont entraîner une augmentation de firmicutèse. Donc, une famille va débloquer. Ces firmicutèses augmentées vont augmenter la diminution du mucus qui contient notamment les fameuses mucoprotéines qui nourrissent la flore intestinale, qui lui permettent de régénérer, qui sont bourrées d'antioxydants et notamment aussi de substances qui nous protègent au point de vue immunitaire et notamment nourrissent les entérocytes, les cellules qui sont juste en dessous du mucus. Alors, malheureusement, à cause de cela, ces perturbations d'acidité vont entrer, l'amincissement du mucus va augmenter donc le contact avec les jonctions serrées, c'est-à-dire ce qui relie les cellules de l'intestin, les entérocytes, et les jonctions serrées vont s'ouvrir. D'accord? Et par ces jonctions serrées en s'ouvrant, d'abord les firmicutèses vont libérer un produit très toxique qu'ils ont dans leur paroi qui s'appelle les lipopolysaccharides, c'est LPS, et ces lipopolysaccharides vont s'incruster, vont d'abord augmenter l'ouverture des jonctions serrées en libérant au passage la zonuline, parce que toute cette inflammation va provoquer directement la libération des interleukines 1, des interleukines 6, que l'on va retrouver dans le cerveau. Et je vous dis tout ça parce que tous ces récepteurs, notamment les toll-like récepteurs 4, on va le retrouver également au niveau du noyau de l'hypothalamus et dans certains noyaux du cerveau. C'est une découverte extraordinaire qui a été faite par toute une équipe, notamment chez M. Cani et chez Mme Clément à Paris. Donc, c'est pour vous dire que là, on est dans des conditions extraordinaires. Vous voyez déjà où je vais en venir. Parce qu'à partir du moment où vous allez ouvrir les jonctions serrées, les candidats vont s'infiltrer. Or, les candidats libèrent des toxines. Et ces toxines vont pénétrer d'abord dans le sang, dans le système immunitaire, dans le système dendritique et dans toutes les cellules endocriniennes de la sous-muqueuse. Ah oui, parce que la sous-muqueuse est très riche. Tout cela va perturber déjà la synthèse des lymphocytes B, des lymphocytes B, T dans les noyaux, dans tout ce que j'appelle les ganglions qui sont dans la sous-muqueuse, ici, vous voyez, ils sont juste en dessous. Et malheureusement, tout cela va aller au cerveau. Et en entrant dans le cerveau, ça entre par 3 parties, notamment le putamen, le corps strié, et le troisième, j'ai oublié, à l'amygdale. Et toutes ces substances vont passer dans les astrocytes, qui sont les cellules de la glie qui nourrissent le cerveau. Et ces astrocytes, à ce moment-là, vont laisser passer ces substances qui vont se concentrer dans l'hypothalamus. Et nous y or, l'hypothalamus, c'est notre cerveau émotionnel par excellence, qui gère la faim, la soif, la récompense, la libido, la transpiration, la qualité du sommeil, etc. Donc, cet hypothalamus va ramasser toutes ces cytokines inflammatoires. C'est une découverte extraordinaire qui a été faite à Paris il y a une grosse dizaine d'années par l'équipe de Joël à Bordeaux, l'équipe de l'INRA, et ça a bouleversé la neurologie parce que jusqu'à ce jour, depuis l'Antiquité, il n'était jamais absolu. Le postulat de la pénétration d'une molécule périphérique dans le cerveau n'existait pas, c'était interdit. Elles l'ont prouvé. D'accord. À cause de cela, nous allons avoir, donc, au niveau de l'hypothalamus, une inflammation qui va s'installer. Et dans les noyaux hypothalamiques, nous allons avoir la libération de ce qu'on appelle le CRF, le fameux corticotropin releasing factor, et cette corticolibérine va activer sur l'hypophyse la libération d'un CTH, adénocorticotrophine hormone, qui elle-même va activer malheureusement les glandes surrénales au-dessus des reins. Donc, nous allons avoir une inflammation cérébrale, libération je viens d'expliquer, d'interleukines et des cytokines, mais nous allons avoir en même temps une inflammation périphérique qui va être tout entretenue parce que les surrénales vont libérer de l'adrénaline à forte dose, l'hormone de résistance, et cette adrénaline va aussi favoriser la libération de cortisol. Donc, cette adrénaline et ce cortisol, plus les molécules inflammatoires libérées dans l'intestin, vont malheureusement créer une inflammation qui va aussi s'ajouter dans les adipocytes, les cellules graisseuses, qui vont augmenter à prendre de volume, donc on va prendre du poids, et en même temps augmenter cette insuline, la sortie d'insuline par le pancréas. Donc finalement, oui, les symptômes, ce serait quoi au niveau cérébral? Et après... Alors au niveau cérébral, bien sûr, c'est l'impatience, c'est la nervosité, c'est surtout l'addiction, parce que ces molécules qui sortent notamment du candidat, elles vont en profiter, elles vont créer une addiction.
Donc, vous savez qu'à la base du ventricule, du troisième ventricule, de l'hypothalamus, c'est là que nous fabriquons nos fameuses phéromones. Et malheureusement, ces phéromones vont être troublées et elles vont laisser place à la synthèse de fausses phéromones qu'on appelle des héroïnes-like. Toutes ces héroïnes-like vont provoquer une addiction épouvantable vers les aliments sucrés. Eh oui, et voilà. Vous voyez pourquoi absolument maintenant, les gens qui sont tout le temps dans l'addiction sucrée, vous voyez déjà, cliniquement, ils sont déjà bourrés de candidose. Et alors, de candidose, et donc il y aura l'insulinorésistance dont tu voulais parler. Et voilà, insulinorésistance qui va être au fait d'abord, c'est fait qu'on va manger trop de sucre. Donc, chaque fois que nous allons manger du sucre, nous allons solliciter notre insuline et nous allons user prématurément le pancréas. Alors, le programme, c'est que le matin, le cerveau se nourrit essentiellement de graisses animales ou végétales, d'acides aminés, de petites protéines, de peptides et de sucre lent, notamment l'amidon, quand il ne dépasse pas 180 degrés. Donc, vous voyez déjà manger des croûtes le matin, vous en êtes. Les croûtes, c'est des corps de Maillard, c'est du sucre à la tonne. Or, c'est là qu'est un concept extraordinaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que les fameux 500 000 gènes qui conditionnent l'expression de nos 22 500 gènes ont entraîné chez nous ce qu'on appelle la chronobiologie alimentaire. C'est-à-dire que le matin, on se nourrit, comme je viens de vous le dire, et l'après-midi, dès 13h. C'est-à-dire, le matin, tu manges des protéines. Oui, des protéines, des acides aminés. On peut manger, bien sûr, des sucres lents. Nous avons l'amidon, à condition qu'il ne dépasse pas 180 degrés. C'est-à-dire un pain. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme sucre lent? Alors, dans les sucres lents, bien sûr, vous pouvez prendre une tartine. Nous, en Belgique, nous avons les gros pains, donc il suffit de couper des tranches de pain. Mais ce que je dis toujours, c'est, mais ça se trouve en France aussi, il y a moyen d'en trouver, où les gens fabriquent leur pain eux-mêmes. Alors, vous prenez votre tranche et vous cuisez votre pain à 180 degrés. Vous pouvez même le cuire à 160, comme font beaucoup. Les Africains, les Turcs, par exemple, cuisent à très basse température. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de croûte à leur pain. Donc, une fois que le pain est cuit, et si vous ne savez pas, si vous dépassez cette température, vous avez un toaster, vous mettez votre tartine dans le toaster, vous réglez le grille-pain sur 1. Pourquoi? Parce que c'est 40 secondes. Donc, l'amide va être légèrement croquante, déshydratée, c'est du pain rassis, donc ne va déjà plus fermenter dans l'estomac. Vous voyez déjà où j'en viens. Mais ce ne sera pas un pain blanc, ce sera pas un pain blanc, ce sera un pain complet ou un pain au levain, un pain avec des grains anciens. Moi, je veux bien. Pas de blé. Je veux bien. C'est tout à fait pertinent ce que tu dis. Mais encore une fois, si vous cuisez un pain à 240, comme font la plupart des boulangers, minimum, hein, il y a des boulangers qui cuisent actuellement à 300. Eh bien, que croyez-vous que deviennent les graines à 240 degrés? Des molécules de Maillard. C'est du Kellogg, c'est des Kellogg, c'est du caramel. Oui, c'est ça. Alors, moi, je veux bien les graines. Alors, mais tu parlais du blé. Tu parlais du blé, donc on fait un pain sans gluten. Si possible, si vous pouvez. Sinon, vous essayez d'éviter, prenez une farine qui est à ce moment-là où on a enlevé une grosse partie du gluten. Alors, quand vous êtes très atteint, alors vous pouvez prendre, par exemple, le pain à la farine blanche. Je sais que ça paraît bizarre, mais la farine blanche, on a déjà enlevé une grosse partie du gluten, on a enlevé une grosse partie des fibres, malheureusement, et des acides aminés. Mais la farine blanche, quand elle va être toastée, ne va plus fermenter. Et surtout, vous allez enlever les croûtes de votre tartine. Donc, votre tartine, qu'elle soit blanche, qu'elle soit grise, qui valait 6 morceaux de sucre, c'est-à-dire 6 cuillères à café de sucre, comme indice glycémique, toastée et en enlevant les croûtes ne fait plus qu'un demi-sucre d'indice glycémique. D'accord. Mais l'idéal, évidemment, c'est de trouver du pain pauvre ou sans gluten. Hein. Vous avez tous céréales qui nous le permettent contre 6 qui contiennent du gluten. Donc, actuellement, vous avez beaucoup de possibilités dans les magasins de trouver des farines pour faire votre pain vous-même, à condition de respecter la température. Donc, si vous cuisez votre pain et que vous voyez qu'il a des croûtes, vous enlevez les croûtes et vous le toastez. C'est tout. D'accord. Et on mange des protéines comme des œufs. Qu'est-ce qu'on peut manger? Alors, il y a l'œuf. L'œuf le matin, mais l'œuf, attention, le jaune ne peut pas être cuit. C'est très important. Donc, l'œuf à la coque ou l'œuf fricassé, comme on dit, c'est-à-dire l'œuf sur le plat. Même avec une tranche de bacon une fois par semaine, ça ne fait pas de tort pour ceux qui aiment. Alors, à ce moment-là, c'est intéressant parce que l'œuf amène la protéine, qui est la plus grosse, l'albumine, qui est excellente, hein, et vous avez déjà le jaune qui amène le cholestérol. Or, le cholestérol, le foie en a besoin parce qu'il en fabrique beaucoup, mais il a besoin d'une dose starter le matin pour démarrer sa fabrication. Il ne faut pas oublier que le cholestérol est à la base de près de 90-90% de nos hormones. C'est grâce tous au cholestérol que nous sommes nés. Parce que le cholestérol, grâce au LDL, va être transporté dans nos glandes pour être transformé en hormones mâles et en hormones femelles. Donc, vous voyez déjà, l'œuf est un aliment extraordinaire. Mais n'oubliez pas déjà que vous avez déjà amené une albumine, une protéine animale. Donc, attention pour le restant de la journée. Hein. D'accord? L'estomac est capable de digérer 40 grammes de protéines.
Donc, tout excédent de protéines va malheureusement traverser l'intestin. Il y aura quelques peptides qui vont être digérés par les protéases du pancréas, mais le reste des protéines vont malheureusement passer dans le côlon. Oui, Et mais dans le côlon, ces protéines putrefient. faut pas oublier que 40 grammes de protéines, ça veut pas dire 40 grammes de viande ou d'œuf. Parce qu'un œuf, Non. c'est à peu près 8 ou 9 grammes, je crois, pour un œuf. Oui. Donc, Oui. ça va, on a de la marge. Ça ne me dérange pas, mais c'est quand même une grosse protéine. Voilà, donc animal. Mais vous trouvez également tous les acides aminés et les peptides dans les végétaux. Les véganes le savent bien. Vous connaissez actuellement la capacité extraordinaire des graines qui possèdent, vous savez, qu'une cuillère à soupe de petits pois ou une cuillère à café de chia, ça représente quand même une quotance de 200 grammes en acides aminés. Hein. D'accord. Donc, vous n'amenez pas la protéine, vous amenez déjà le produit fini à l'estomac. Donc, l'estomac ne se fatigue pas et vous évitez beaucoup la putréfaction dans le côlon. D'accord. C'est ça qui est beaucoup plus naturel. Et là, vous respectez bien sûr notre flore qui est nourrie avec avec des acides aminés. Donc, c'est beaucoup moins fatigant que de digérer des protéines. Voilà. Alors, pourquoi revenir? C'est qu'à partir du moment où nous mangeons normalement, il ne faut pas oublier, et là, tu insistais là-dessus, c'est très important, que la mastication, et Castronovo, Vincent aussi, la mastication représente 50% de notre digestion. Or, la plupart des gens, maintenant, ils lapent comme les chiens. Parce que d'abord, ils regardent la télévision ou ils sont en train de manger. Or, quand on regarde sa télévision, l'estomac est déjà au repos à 90%, surtout quand on écoute des mauvaises nouvelles. Et en plus, l'estomac, quand il reçoit des gros aliments qui ne seront pas mâchés, il va avoir un double travail. D'accord? Alors, cet estomac, il y a beaucoup d'aliments qui ne seront pas bien digérés. Or, à la sortie de l'estomac, fait tout ça avec un pH de 1 à 3. Mais à la sortie de l'estomac, le fait d'avaler, les aliments arrivent directement dans le duodénum, par le pylore, et là, le pH est à 8,5-9. Pourquoi? Parce que la bile, en fonctionnant bien, et bien sûr la vésicule et le pancréas, libèrent en permanence des citrates et des bicarbonates. Et grâce à ces citrates, vous vous souvenez, le cycle de Krebs, les citrates, ben nous en avons beaucoup. Et ces citrates vont faire en sorte de passer du pH de 1 à 2,5 de l'estomac à 8,5 dans la sortie de l'estomac. Et grâce à cela, nous allons éviter d'avoir une augmentation des firmicutèses et une augmentation de la fermentation dans l'intestin. Imaginez maintenant que depuis longtemps, vous mangez mal. Tous les aliments qui sont toxiques, l'estomac, l'intestin, dans les conditions que je viens de vous raconter, va laisser passer. Et heureusement pour nous, qui retient tous les aliments pour ne pas que nous mourions, avec tout ce que nous mangeons de toxique, c'est le foie, et le système porte. Et le foie va bien sûr transformer tous ces aliments toxiques, il va les mettre dans une poubelle, et puis son rôle, il fait comme nous quand on a un gros morceau, il coupe la poubelle en petits morceaux, ça s'appelle des xénobiotiques, et ces petites poubelles, il va les mettre dans des sacs poubelles. Et ces sacs poubelles s'appellent la bile. Et nous allons stocker tout ça pour être, c'est toxique, c'est tous nos poisons. Hein, ceux que nous avons fabriqués, ceux que nous avons mangés, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les additifs. Et tout ça, nous allons le mettre dans une deuxième protection qui s'appelle la vésicule biliaire. Et dès que nous mangeons, cette vésicule biliaire que vous voyez là-bas va s'exprimer, va s'écraser comme une poire, et toute la bile va couler, ou à la sortie de l'estomac, dans le sphincter d'Oddi, en même temps que le pancréas. Donc, non seulement nous allons, et ça c'est extraordinaire le corps humain, c'est que nous avons un recyclage à 100%. Tout ce que nous avons de plus toxique va servir à digérer les sucres et les graisses, à les couper en petits morceaux. Et grâce à cela, les sucres et les graisses en petits morceaux vont être absorbés dans l'intestin grêle pour repasser dans le foie et fabriquer, donner dans les cellules pour que nous fabriquions entre 16h et 23h 5 millions de cellules par 24 heures. La nuit, de minuit à midi, nous éliminons nos toxines, nos cellules mortes. C'est pour ça que le pH le matin de l'urine est acide. Donc, ce qui est intéressant, c'est de vérifier votre pH, comme on parlait tout à l'heure de l'équilibre acido-basique, de vérifier le pH entre 16h et 23h pour vérifier notre quota de cellules neuves. Parce que les cellules neuves ne seront pas acides. C'est ce qui est mort qui est acide. Ce qui est vivant est bien normal. Et va fabriquer un petit peu de petites vagues alcalines. Et le pH idéal pour bien contrôler si tout notre métabolisme fonctionne bien, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est entre 6,5 et 7,5. Il suffit d'aller chercher des petites languettes chez le pharmacien et vous vérifiez tous les jours de 16h à 23h où vous en êtes. C'est tout simple. Alors ceux qui ont des calculs biliaires ou des problèmes de vésicule ou plus de vésicule, comment ça se passe? C'est tout simplement parce que ces gens-là, à force d'amener énormément de poubelles dans leur foie, les poubelles vont se grouper, les sacs poubelles vont coller ensemble. D'habitude, on met les poubelles toutes les semaines sur la rue. Et bien, les poubelles vont coller ensemble, les sacs poubelles. Donc, impossible de s'éliminer. Et là, nous allons avoir une bile qui va devenir très épaisse, malheureusement. On appelle ça la boue calculeuse, qui est parfois très riche en cholestérol. Et cette boue calculeuse dans la vésicule biliaire
va stagner et former des calculs. Des milliers de petits calculs, parfois des gros calculs. Et ces calculs peuvent avoir aussi une expression dans les reins. Parce que comme cette vésicule, voilà, maintenant je reviens à quelque chose, c'est que si cette bile est épaisse, elle va bloquer le cholédoque, elle va boucher également le sphincter d'Oddi par lequel sort le suc pancréatique. Automatiquement, vous allez avoir un manque de bile et un manque de ferment pancréatique. Donc, vous n'allez plus avoir de tampon entre l'acide qui sort de l'estomac et le duodénum. Donc, le duodénum va se retrouver très acidifié. Qu'est-ce qui va en profiter? Les Firmicutes, les Privolta et bien sûr les candidats. Bienvenue au club. Vous voyez? Et alors, c'est pas tout, parce que si cette bile ne coule pas, non seulement il y a les risques de calcul et de goût, comme tu viens de le dire, mais toute cette fermentation, ces aliments non digérés, hein, puisque la bile sera absente des pancréas, donc les sucres et les graines ne sont pas digérés, ils vont s'accumuler dans l'intestin grêle et ils vont fermenter. Et cette fermentation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va perturber toute la flore intestinale et malheureusement, dans le côlon, va provoquer une putréfaction secondaire avec les risques de cancer. Donc, et alors, cette fermentation intestinale, qu'est-ce qu'elle va faire? Une fois que d'abord, elle va donner des ballonnements, des flatulences, des douleurs dans la fosse iliaque droite, parce que là, c'est le passage de l'intestin grêle dans le côlon, tout près de l'appendice. Et à ce moment-là, vous allez avoir des gaz qui vont s'accumuler et vous faire mal. Et au moment où la valve il va s'ouvrir, vous allez avoir une succession de constipation et de diarrhée. Vous voyez déjà l'explication de tous les symptômes dont les gens viennent nous voir en tant que nutrithérapeute. Et il faut absolument régler ce problème causal. Alors, qu'est-ce qui va se passer de tout cela? C'est que bien sûr, les candidats vont augmenter, vous allez avoir une diminution également d'épaisseur du mucus. Donc, il faut absolument avoir une alimentation qui est fluide. Voilà. Donc, si ça se manque de bile, évidemment, et de sucre pancréatique, les aliments vont fermenter de plus belle dans l'intestin grêle et vont putrifier dans le côlon. Donc, automatiquement, on va augmenter la porosité de l'intestin, on va augmenter les toxines dans le cerveau, et malheureusement, ces toxines vont aussi vont entraîner donc une carence de bonnes hormones hypothalamiques et vont provoquer donc cet excès, comme je disais, donc de cortisol, d'adrénaline, qui vont entraîner à la longue, malheureusement, une diminution de l'utilisation de la sérotonine. D'accord? Donc, automatiquement, nous entrons vers l'angoisse, les crises d'angoisse, vers l'hypernervosis, la dépression, et oui, les petites déprimes, les voilà derrière, et même le burn-out. Donc, oui, le burn-out dépend vraiment très, très fort de ce que nous mangeons. Non, moi, j'avais du candidat et je peux te dire que j'étais dépressive tout le temps, je dormais mal, j'étais énervée. C'est pas facile, hein? C'est pas facile parce qu'en plus, il y a un principe de culpabilité que disent souvent les patients parce qu'ils sont tout le temps vers le sucre. Ils disent, ton chien, je ne dois pas en manger, ça me fait du tort. Ce sont des pulsions, ils ne peuvent pas s'empêcher d'y aller. Et en plus, je faisais des jeûnes et je ne perdais pas de poids. Alors, je t'explique que le jeûne possède un gros problème, c'est que quand on fait un jeûne, notamment en supprimant le petit déjeuner, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Parce que si on ne fait un jeûne, malheureusement, à ce moment-là, donc on va augmenter une autre famille qui s'appelle les Bacteroidetes, et oui, qui normalement vont commencer, eux, puisqu'ils n'ont plus rien à manger le matin, ils vont attaquer le mucus. On va avoir un mucus très fin, très aminci, ce qui va favoriser malheureusement l'apparition d'un leaky gut syndrome. Et là, vous allez avoir énormément de toxines qui vont s'engouffrer dans l'intestin, avec une diminution des molécules immunitaires, hein, les ganglions vont être touchés, et malheureusement un passage encore de plus important de toxines dans le corps, donc augmentation du poids, augmentation de la résistance à l'insuline qui va nous conduire au diabète quand le pancréas sera complètement épuisé, et malheureusement un mauvais état au niveau du cerveau. Pourquoi augmentation de la résistance à l'insuline? Parce que la résistance à l'insuline est tout le temps sollicitée par le sucre. Or, j'ai dit que le sucre, on ne pouvait en manger qu'après-midi. Si dès le matin, on commence à manger du sucre, l'insuline doit rester très basse le matin. Pourquoi? Parce que l'insuline basse, c'est un camion qui va transporter nos acides aminés, hein, de la digestion des acides, dans les muscles. Donc là, nous allons renforcer notre confort, puisque les muscles, c'est notre réserve, hein, et bien sûr notre bien-être, puisque les muscles, c'est notre énergie. Mais surtout, ce qu'ils vont faire, grâce au fait que tous les 19 sur 20 acides aminés vont aller dans les muscles, le 20e a la voie royale pour passer dans le cerveau. Et dans le cerveau, dès qu'on est éveillé et qu'on mange ces acides aminés, la tryptophane va être toute transformée en sérotonine. Et vous êtes dans un climat de sérotoninergique dès le matin. Vous vous rendez compte? Spectaculaire en ne mangeant pas de sucre le matin. Par contre, une fois qu'on est à 13 heures, la chronobiologie intestinale, dépendant de nos 500 000 gènes, nous sommes dans le monde du sucre. L'après-midi, le cerveau fonctionne à 100% au sucre.
mais beaucoup, beaucoup plus, très fort. Donc, il faut amener du sucre comme dessert après le déjeuner, c'est impérieux, et prendre un dessert à 16 heures. Et le dessert de 16 heures est très important parce que le sucre de 13 heures est déjà consommé, tellement le cerveau en consomme. Et l'homme, comme la femme, nous sommes les plus créatifs l'après-midi, justement par le fait que l'après-midi, nous sommes assujettis notamment à ce bon sucre. Et c'est le cerveau. Le cerveau adore le sucre pour fonctionner. Et là, ça pose un énorme problème parce que quand nous avons ces toxines dans le cerveau, elles viennent prendre la place, notamment les prostaglandines de guerre, qui viennent de l'activation de la cascade arachidonique, elles vont sur le site de l'astrocyte et de la glie, des cellules gliales, qui à ce moment-là ne savent plus absorber le sucre. Ces cellules sont affamées et raison de plus pour entraîner un état de détresse et d'angoisse dans le cerveau. Et donc, il vaudrait mieux, quand on fait le jeûne séquentiel, il vaudrait mieux sauter le repas du soir. L'idéal, un repas très léger le soir, un repas de gueux, comme disaient les anciens. Le soir, c'est un repas avant le potage, parce que le potage va amener des fibres cuites et va entretenir notre bonne flore et notre mucus toute la nuit. Et puis, une fois qu'on a pris notre potage, peut-être avec un peu de pain, automatiquement, toute la nuit, nous restons à jeun puisque nous dormons. Et nous reprenons notre petit déjeuner au réveil vers 7 8 heures. Donc, tu es contre les jeûnes avec de l'eau pendant plusieurs jours. C'est extrêmement toxique parce que vous allez attaquer, les bactéries vont augmenter, vous attaquez votre mucus. Moi, je veux bien, moi. Et si le mucus s'affine, et en plus, il y a 20% de la population en Europe qui ne possède pas notamment le fameux fucosyl-transférase. Donc, le mucus possède 50 mucoprotéines et il y en a une qui s'appelle le fucosyl qui est très importante pour digérer des aliments très nobles. Or, à partir du moment où ce fucosyl-transférase est absent, malheureusement, nous allons être handicapés en manque de certains aliments. Et ce problème est notamment à l'origine non seulement de l'augmentation de l'insulinorésistance, mais surtout parfois de l'endométriose, des règles douloureuses, des migraines pendant les règles, parfois même, on le sait maintenant, la composante dans les lides de Crohn, dans la rectocolitus hémorragique, oui, c'est pas une petite affaire, et dans certaines maladies, notamment autistiques. Donc c'est important de faire l'analyse de ce fameux fucosyl qui s'appelle FUT2, mais tout le monde ne le fait pas. Il y a Barbier le fait. Oui, pardon. On le fait donc chez Barbier à Metz. On le fait au laboratoire réuni, notamment le laboratoire LIMS, on a le laboratoire en Belgique, à Bruxelles, on a le laboratoire réuni à Luxembourg, on a le laboratoire Barbier à Metz, qui est spécialisé aussi là-dedans, on a le laboratoire SYNLAB également. Donc on a plusieurs gros laboratoires, on a LBS aussi à Bruxelles et à Paris, notamment Cerba, etc. Tous ces laboratoires sont capables de faire ce genre de tests. Alors ici, pour neutraliser donc cette fermentation acide, on a bien sûr, comme je vous disais, suivre la chronobiologie. Donc j'oubliais que le soir, on peut alors manger comme le matin. Donc très très peu de sucre le soir après le dîner. Donc l'après-midi, on peut consommer 30 grammes de chocolat noir. On peut manger, en Belgique, on mange une bonne gaufre, soit une gaufre aux fruits, soit un morceau de tarte aux fruits, mais de la pâte boulangère, pas de la pâte feuilletée, ni de la pâte, notamment comme les croissants, parce que ce sont des pâtes à graisse trans, ce sont des beurres et des graisses cuites, ce sont des pâtes de toxicité redoutables sur l'intestin et sur le foie. Donc, on peut corriger donc, en respectant donc, les 3 stades, le matin des acides aminés, des sucres lents ou des peptides, et bien sûr des graisses, et modérément, bien entendu. À 13 heures, à midi, on déjeune, on termine par du sucre, soit dans notre café ou notre thé si on n'a pas le temps. J'oublie que le thé et le café sont très acides, donc comme les croûtes, ce sont des redoutables le petit déjeuner. Donc des tisanes le matin ou un thé hyper léger, un bon thé sencha, ou un café très 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 léger. Par contre, un bon café, vous le mettez plutôt à midi. Ça, c'est très important. J'ai établi la liste avec tous ces aliments qui perturbent remarquablement donc, la flore intestinale. Ça s'appelle donc, les aliments très inflammatoires. Ils sont dans mon livre Nourrir sa vie. J'ai écrit un bouquin qui rassemble toutes les bases de la nutrithérapie. Donc, tous les gens qui veulent comprendre et se lancer dans la nutrithérapie, mieux comprendre tout simplement, en devenir des pros, eh bien, il suffit simplement de lire ce livre. Vous avez déjà toutes les bases de la nutrithérapie. Il y a un deuxième bouquin sur l'équilibre acide-base où je reprends ici, bien respecter donc, la chronologie alimentaire, donc le sucre après-midi, pas du tout de sucre rapide le matin, d'accord? Et le candidat, et oui, le candidat, c'est pas du tout de sucre le matin, parce que le matin, le candidat va en profiter au maximum. Par contre, vous devez prendre du sucre après-midi, même si vous avez un candidat, de toute façon, on va le traiter, et le soir, on reprend la chronobiologie, comme je viens de vous dire. Donc, si le soir, vous avez une petite cuillère de compote ou un petit quart de chocolat, on a droit à 30 grammes de chocolat noir, ou un bon fruit bien mûr le soir, un petit peu, d'accord, 3-4 fraises,
4, 6, 7 grains de raisin. Voilà, faites-vous plaisir. D'accord? Mais l'après-midi, vous avez 13 heures, vous avez 16 heures pour manger vos sucreries. Attention, le grand interdit de tout ce qu'elle vient de raconter, ce sont les jus. Donc, les jus de fruits ou de légumes sont strictement interdits parce qu'autant les filles alimentent la flore intestinale, autant le jus, c'est un véritable lance-flamme sur l'intestin. Faites-vous des smoothies. Parce que le smoothie, ce sont des fibres avec le jus. C'est le totum. Midi, vous avez envie de quelque chose, si vous avez un jus, vous pouvez mettre un jus de citron sur votre saumon, vous pouvez mettre un jus de citron sur votre salade, vous pouvez rajouter un petit verre de jus de pomme de 50 cc, un tout petit verre l'après-midi comme dessert avec votre petite tartine. Attends 2 secondes. Oui, vas-y. Vas-y, parce qu'il y a un petit problème de connexion. Putain. Donc, je disais tout simplement qu'il faut bien respecter la chronobiologie alimentaire. C'est bon maintenant, Marion? Oui, ça va, parce que je ne te vois pas. Bien respecter donc, cette chronobiologie. Donc, le matin, laissez l'insuline, évitez tous les aliments qui présentent. Et je l'ai dans le livre, donc, vous savez, les jus de fruits et légumes. Que vous les fassiez vous-même, vous à 350 grammes, respecter donc la séquence de la chronobiologie alimentaire. Maintenant, vous pouvez augmenter parce que vous allez voir que votre pH va, si vous êtes dans des conditions inflammatoires importantes, il faut vous aider à sortir du pH. Donc là, vous avez 2 produits. Vous avez le NutriPH chez Bionutrix. Vous avez un produit chez Bionos qui est excellent, qui s'appelle le pH Nat. Vous avez également chez Natural Energy un qui s'appelle l'acidovalence ou l'acidocomplexe. Donc, ce sont des aliments, des extraits d'aliments, notamment on utilise beaucoup l'avocat et le persil pour extraire donc des citrates, des bicarbonates, donc de sodium, de potassium, de magnésium, de calcium. Donc, ces citrates et ces bicarbonates vont tamponner très, très vite. Donc, tous les jours, vous avez votre petite tigette entre 16h et 23h. Et à un moment donné, vous allez voir que votre produit, vous allez virer à 6,5, 7,5. C'est gagné. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus d'inflammation dans le corps, mais à condition de respecter cette nouvelle alimentation. Vous avez droit à un écart une fois par semaine. Donc, tous les produits toxiques, tous les repas, que ce soit les McDo, que ce soit n'importe quoi, vous m'oubliez un repas une fois par semaine. Je n'ai pas dit une journée, j'ai dit un repas. De l'apéritif au pouce café, vous m'oubliez, vous vous faites plaisir. Mais alors là, vous allez voir le lendemain, votre pH sera 5. Donc, vous voyez qu'un seul repas perturbe 10 000 milliards de cellules dans notre fonctionnement. C'est hallucinant. Hein? Alors, vous imaginez ceux qui font des écarts tous les jours. C'est l'horreur. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a tant de maladies, parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, je prends que ce soit la déprime, je viens vous l'expliquer, mais que ce soit surtout le cancer, il ne faut pas oublier que les cellules cancéreuses se développent toujours dans un milieu acide. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez vous préventer prophylactiquement, évitez d'évoluer en acidité. Et surtout, ceux qui sont en traitement de cancer, évitez cette acidité. Je vous en supplie. Parce que tant que c'est acide, vous nourrirez vos cellules cancéreuses et vos métastases. Alors, pour les gens qui sont addicts au sucre et qui ont une candidose, à part basifier donc avec des basifiants, comme tu as cité, est-ce que tu as d'autres recommandations pour ne pas être dans cette... En chimie, nous avons un produit qui s'appelle la nystatine. En France, je crois que c'est la cyclohystatine. Donc, c'est un produit donc, chimique qui détruit donc, ces candidats. D'accord? On fait des séquences. On le prend donc à raison de 500 000 sur des flacons de 500 000 unités. On peut prendre 5 gouttes ou 10 gouttes le matin et 10 gouttes le soir. Je vous assure quand même que la nystatine n'est pas absorbée, elle reste dans l'intestin. Hein. Mais c'est quand même un produit chimique. Maintenant, un produit naturel, il y a quoi? L'assister avec de l'ail. Hein. Vous avez l'ail, l'acide caprylique, et vous avez bien sûr l'ADP et l'origan. L'origan reste un must. Donc, tant que vous pouvez utiliser l'origan dans vos repas, c'est génial. Mais vous pouvez aussi accompagner avec l'ADP de chez Energetica Natura, qui est un produit remarquable, 2 comprimés par jour. Mais vous faites des séquences, parce que le corps s'accoutume très vite. Vous faites des séquences. Alors, mais ça, je vous expliquerai si vous m'envoyez un message ou à Marion. Alors, la troisième possibilité, bien sûr, c'est de prendre l'Argentin 23. L'argent colloïdal est un produit remarquable que les candidats exècrent. Et alors là, vous pouvez prendre une cuillère à café 3 fois par jour dans un verre d'eau avant les repas. Bien faire circuler le liquide dans votre bouche avant de l'avaler pour activer les enzymes. Là, c'est un produit génial. Vous avez des bouteilles de 600 et d'1 litre et vous faites des cures de 3 à 4 mois. Le candidat est un traitement très long. Ne soyez pas vite découragés. C'est extrêmement long, mais très, très, très efficace. C'est efficace. Prenez donc toxicité puisque c'est un désinfectant
et également à large spectre. Donc, c'est un produit qui ne contrarie pas la bonne flore intestinale, au contraire, qui la réorganise dans ses différentes proportions. Alors, une fois À qu'on s'en est condition maintenant débarrassé. de surveiller l'alimentation. Hein. Donc, Voilà. attention, les produits Voilà. que je vous ai dit, et diversifiez vos aliments au maximum. N'oubliez pas 7 aliments différents, on dit 20 maintenant, 20 aliments différents par semaine. Alors, si vous faites la liste de tout ce que vous avez mangé sur 8 jours, il y a très peu de gens qui dépassent les 8 aliments différents par semaine. C'est hallucinant. C'est vrai. Maintenant, on dit parfois, et les pâtes. Et les pâtes, les féculents, vous pouvez en manger le soir. Mais il y a un petit truc pour ne pas qu'ils fassent du tort. Et c'est de prendre les féculents froids ou un peu tièdes le soir. Ça, c'est un truc génial. Par contre, vos féculents, vous pouvez les manger à midi bien chaud. Les féculents ne sont pas du tout toxiques. Au contraire, ce sont des sucres lents qui vont être digérés très lentement la nuit et qui peuvent entretenir la qualité du sommeil. D'accord. Bon. Donc, ne faites pas la guerre comme beaucoup de féculents, c'est ridicule. Il faut diversifier nos aliments. Et les féculents font partie de nous. Donc, le régime cétogène ou tous ces trucs-là, ça ne marche pas pour le candidat. C'est toxique parce que vous allez non seulement faire de l'acétone qui va aggraver l'inflammation au niveau du cerveau, non seulement au niveau du cortex, du lobe limbique, de la mémoire, notamment l'hippocampe, et bien sûr de l'hypothalamus, l'acétone. Non, ça, je ne suis pas du tout d'accord. En plus, vous allez recréer un climat qui va favoriser trop de bactéries et augmente. Et ces bactéries broutent littéralement comme une chèvre le mucus. Hein. Donc, vous allez vous retrouver en liquide très vite. Docteur Philippe David, je crois qu'on va faire un zoom comme ça ensemble sur tous les régimes et on va les passer les uns après les autres et on va expliquer le pourquoi de la toxicité, etc. Et pourquoi finalement il faut revenir à une intelligence du régime crétois ou d'être flexitarien en appliquant la chronobiologie que vous avez indiquée en début de cette séance. Par exemple, un des aliments, un tout petit détail pour finir ce que tu viens de dire, le fromage. Le fromage est un aliment génial parce que 40 grammes seulement. Parce qu'au-dessus de 40 grammes, l'excédent va se mettre dans le foie, comme le beurre. Le beurre est utile parce qu'il amène 2 cuillères à café le matin. Le beurre de baratte, donc le beurre cru. Si vous augmentez cette dose, l'excédent de graisse va se stagner dans le foie et vous allez vers un stéatose hépatique avec le NASH. Donc, le fromage est important parce qu'il amène suffisamment de graisse pour nourrir les 100 milliards de cerveaux qui se régénèrent tous les 2 mois. Super. Il faut pas oublier que le cerveau, sur 1200 grammes, un cerveau, c'est 850 grammes de graisse saturée. Donc, il faut les amener. Ah oui. Alors, les gens vous diront, le fromage, je suis allergique. Forcément, mais le fromage, ça ne peut rien avoir avec le lait, sauf si vous dépassez 40 grammes et sauf si vous mangez les croûtes. Donc, encore une fois, bien enlever les croûtes du fromage. Je sais que c'est le meilleur. Gardez-le le jour de l'écart. Si le jour de l'écart, vous faites une bonne roue de fromage avec un bon vin, c'est un bon écart. Profitez-en bien. On est tous en France, ça fait du bien. Et vous avez tellement de bons fromages. Super, docteur Philippe David. On va s'arrêter là parce que notre enregistrement arrive à sa fin, mais on va se recontacter parce que vous êtes passionnant et je suis sûre qu'il y aura plein de réactions suite à cet entretien parce que vous soulevez beaucoup de choses et vous remettez aussi beaucoup de choses en question. Merci beaucoup, docteur Philippe David. Est-ce que je peux mettre votre adresse email dans notre en dessous pour que les gens puissent vous contacter ou vous avez peur d'être submergé? Non, mais je préfère, si tu mets l'adresse mail, c'est une excellente chose, nous sommes là pour informer et pour former, mais ce qui est important, c'est qu'ils m'envoient des mails. D'accord, ok. Et aussi pas des mails de 10 pages. Alors, je fais beaucoup de consultations, notamment en France, puisque j'étais en France 18 ans, donc j'ai énormément de patience sur la France, entre autres, même la France d'outre-mer. Alors, je fais les consultations par WhatsApp, donc c'est facile. Et la première consultation, c'est 1h30 ensemble. Donc, on est tout à loisir de discuter de votre problème. Donc, c'est à ça que c'est le mail, c'est qui m'envoie leur mail. D'accord? Parfait. D'abord. Merci beaucoup, docteur Philippe David. À très bientôt. Je t'en prie. Au revoir, Marion. Au revoir. Au revoir.